avec le recul, c'est presque une réponse différente pour chacun de mes livres. C'est-à-dire sur Royaume de vent et de colère, quand je l'ai écrit, en fait, je voulais revendiquer d'être un auteur de genre. Je voulais être un auteur de fantasy. Je ne voulais pas être un auteur historique, parce que je suis d'abord un gros lecteur de fantasy. Et voilà, donc il fallait une dimension, il fallait qu'apparaisse une dimension surnaturelle, fantastique dans le récit. Dans Boudica, c'était presque différent. En fait, je me posais la question de comment rendre ce mysticisme et cette croyance celte par rapport au récit dans Boudica. Et je me suis dit, ben, laissons la part au personnage, laissons justement cette part de mystère. Et si la magie, elle était par les yeux des personnages, s'ils croient voir de la magie, je pense que l'invité qui nous rejoint sera d'accord avec moi, ça pourrait être intéressant de traiter les celtes sur cet aspect-là. Et si ce qu'ils voyaient, finalement, c'était ça la magie, et leur dire, ben voilà, libre à eux de voir quelque chose de surnaturel dans un événement qui pourrait trouver une autre explication. Et dans le prochain, c'est encore une autre explication, à mon avis, sur celui sur la guerre de sécession. C'est vraiment là, on touche vraiment du fantastique. Il y a un personnage qui est la mort incarnée, qui va traverser les 4 années de conflit. Et c'était pour moi un peu aussi rendre un hommage à un film que j'aime beaucoup, qui est le 7e Sceau d'Ingmar Bergman, où le chevalier joue avec la mort son destin, et de voir, là c'est le Lincoln qui joue la guerre de sécession avec la mort, et de voir ce personnage qui voit le conflit, qui ramène aux hommes toute la réalité en fait, de leurs engagements, de ce qu'ils vont provoquer pendant ces 4 années. Donc il y a presque une réponse, peut-être que pour le prochain il n'y en aura pas, qui sait. Vous avez vu, ils nous ont pris en tenaille, ils sont arrivés chacun de leur côté, un mouvement flottant. À mes côtés, Jean-Philippe Javorski, vous avez forcément lu Gagner la guerre, vous jouez, oui, et Roi du monde, et puis en face, Anne Besson, universitaire. Les guest stars de notre table ronde. Pour vous mettre un petit peu au niveau, on a beaucoup parlé de leur rapport à l'histoire et de pourquoi ils mettent de la fantaisie et comment jouer un petit peu avec ces personnages. Je vais te poser tout de suite la question, Jean-Philippe. Ton rapport, toi, avec l'histoire et notamment dans Roi du monde, pourquoi avoir voulu explorer cette partie de l'histoire précisément? Mon rapport à l'histoire est assez simple. Hein. Dans une armée, il y a les gens fréquentables, puis il y a les gens infréquentables. En général, c'est ceux qui traînent derrière et qui vivent sur le terrain conquis. Moi, j'en fais partie. Hein. Je fais partie des pillards sur l'arrière. Et puis, je récupère la matière qui a été explorée par les avant-gardes, c'est-à-dire les universitaires. Et mon rapport aux Celtes, c'est le même, en fait. Hein. J'ai été pillé toute une série de publications qui ont été publiées depuis en gros les années 1980, puisqu'on a vraiment un nouveau regard porté sur l'Antiquité celtique à partir de ce moment-là, tant au niveau de la critique des textes des historiens de l'Antiquité qu'au niveau des découvertes archéologiques très nombreuses qui ont été faites, qu'au niveau de la linguistique aussi, puisqu'on continue à explorer la langue gauloise et on commence à reconstituer en partie son vocabulaire. Et donc moi j'ai été pillé tout ça pour raconter des histoires pas sérieuses avec, mais des multipliés petits faits vrais qui font que ça paraît vraisemblable et que par conséquent ça a un vague vernis de respectabilité. Et comment tu t'arranges avec la vérité historique, entre guillemets, ou la crédibilité? À quel moment tu décides de dévier et à quel moment tu ne sors pas du cadre? Alors, j'essaye autant que faire se peut d'exploiter des fragments, soit des mots. Hein. L'été dernier, j'ai beaucoup travaillé sur un mot, l'ambosta, qui est probablement l'imbasporosna irlandais, c'est-à-dire un mythe, enfin pas un mythe, un rite, pardon, un rite de divination par le rêve, hein, de l'oniromancie. Et à partir de quelques fragments, ensuite, j'ai laissé libre cours à l'imaginaire. Hein, et donc, je travaille assez souvent comme ça. J'essaye de trouver des éléments sur lesquels on a finalement des données assez lacunaires. Et puis, je laisse courir l'imagination après à partir de ces éléments-là. Anne, on a autour de nous 4 auteurs qui ont, pour les plus vieux d'entre eux, 20 ans d'écriture. Suivez mon regard. Est-ce que cette dimension historique dans la fantaisie est assez récente? On a l'impression qu'il y a une explosion, une profusion, ou c'est un problème de spectre et il y en avait aussi avant?
Alors la fantaisie vraiment historique que représente autour de la table, et je les remercie d'avoir participé à la table ronde l'an dernier, au volume aujourd'hui édité chez ActuSF et à cette table ronde aujourd'hui. Donc Jean-Philippe Jaworski, Jean-Laurent Del-Socorro et Fabien Cerutti. Toi, Johan Elliott, tu es plus du côté de la science-fiction, uchronie, même s'il y a effectivement beaucoup d'histoires qui s'y mêlent. Donc cette partie vraiment fantasy plus appuyée sur des données historiques documentées, elle est assez récente et elle intéresse vraiment beaucoup, manifestement, désormais le public, les auteurs, les autrices, puisque également Estelle Fay qui avait participé à la table ronde et dont la fantaisie historique est également très appréciée. Donc ça me semble être une tendance vraiment en cours de développement, qui n'est pas nouvelle, mais qui connaît vraiment une forte expansion, qui vient compléter un panel de rapports entre les littératures de l'imaginaire au sens large et en particulier la fantaisie à l'histoire, parce que ce n'est pas la seule façon dont on peut exploiter l'histoire en fantaisie. C'est ce qu'on voit dans le livre, hein, parce qu'il y a des articles sur Pirates des Caraïbes, il y a des articles sur Harry Potter ou Ursula Le Guin. Pour le coup, la fantaisie, l'histoire est présente déjà dans la fantaisie, même si c'est pas forcément le cadre principal. La fantaisie peut aussi inventer une histoire alternative, c'est-à-dire qu'elle, bien souvent c'est ce qu'elle fait, et c'est ce qu'elle fait chez Tolkien ou chez E.R. Edison, qui est un des auteurs de fantaisie pré-tolkienien dont il est question dans le volume et qu'on commence à redécouvrir, notamment avec sa très récente traduction par Patrick Marcel. Ce sont des auteurs qui inventent des mondes secondaires dotés de leur propre histoire, donc une histoire très longue de conflits ou d'union entre des pays diversifiés, entre des peuples qui ont appris à vivre ensemble ou à se détester. Donc ça, c'est la première forme que peut prendre l'histoire en fantasy, c'est une histoire entièrement reconstituée d'un monde imaginaire. Il y a notamment je vais basculer un peu sur les intentions des romanciers. Il y a un article très intéressant sur le racisme et le nazisme dans Harry Potter, par exemple, et comment la saga dénonce... Silène Edgar, par ailleurs autrice voilà. Je ne sais pas si elle est là, mais sinon elle est sous la bulle du livre. Ouais, est-ce que tu peux nous en dire un mot de cet article? Alors, donc ça, c'est encore une autre façon de se saisir de l'histoire dans la fantaisie, en revisitant notre propre histoire, c'est-à-dire, c'est ce que font les autres auteurs que je vais essayer de parler après, parce que là, je ne sais pas pourquoi, il n'y a que moi. C'est peut-être parce que je suis arrivée en retard, tout d'un coup. Et donc, ressaisir notre propre histoire et proposer une réflexion sur notre histoire avec le pas de côté que permet l'imaginaire. Donc Harry Potter revisite, on le sait, l'histoire récente du nazisme notamment, en proposant une autre lecture, voilà, comment en fait le monde magique dont nous ignorions l'existence a très directement participé à cette lutte-là, une lutte qui reprend au sein de l'heptalogie avec une nouvelle tentative pour éradiquer ceux qui ne sont pas de sang pur. Donc voilà, une métaphore historique dans les mondes de fantasy, ça c'est aussi quelque chose de très courant qui nous permet de réfléchir sur les enjeux sociopolitiques récents. Est-ce que ça, c'est dans vos intentions, ce sont dans vos intentions en tant que romancier, cette vision où vous travaillez sur une thématique, vous proposez un autre regard avec lequel vous passez? Oui, alors, ça dépend des projets, mais pour certains, oui. De toute façon, il y a toujours quand bien même l'histoire est manipulée, grandement manipulée dans mes récits, elle fait toujours écho à de grandes problématiques historiques. Une seule le sait, quand je parlais de la commune, c'est une manière de parler d'ailleurs du siècle des révolutions sociales et qui font encore écho, qui sont encore de toute façon à l'ordre du jour. D'ailleurs, voilà, je n'avais pas anticipé les jaunes autres, mais enfin voilà. Donc oui, il y a toujours de toute façon un écho, donc une manière métaphorique à quelques degrés que ce soit,
de faire référence à une réalité historique qui est encore la nôtre. Si je suis clair, enfin voilà, l'attention pour certains, pour d'autres, non, il n'y a clairement pas cette attention-là, soyons honnêtes.